Bonjour, bienvenue au Labo 4, votre rendez-vous mensuel avec la science. Aujourd'hui, nous allons vous parler du One Health. C'est un concept dont vous avez peut-être déjà entendu parler et qui est un concept de santé unique qui allie la santé humaine, la santé animale et celle des écosystèmes. Bonjour Arnaud. Bonjour Julie, bonjour à toutes et tous. Et suivant notre bonne habitude, nous rejoignons directement notre journaliste Fanny, qui cette fois-ci nous attend sur le campus de l'Université de Liège à Gembloux. Le One Health, vaste sujet qui intéresse pas mal de personnes, des médecins, des vétérinaires, des chimistes, mais aussi des bio-ingénieurs. C'est la raison pour laquelle on est ici à Gembloux aujourd'hui. Bonjour Simon. Bonjour Fanny. Alors, on parle du One Health aujourd'hui et vous êtes bio-ingénieur. Dans quelle mesure est-ce que ce One Health intègre votre profession ? C'est une approche très importante aujourd'hui, finalement cette approche One Health qu'on traduit parfois une seule santé en français. Donc c'est une approche qui mélange la santé animale, la santé humaine et la santé des écosystèmes, parfois aussi la santé des plantes. C'est une approche vraiment intégrative où l'objectif c'est vraiment de considérer tous ces éléments dans nos approches scientifiques de compréhension de la santé générale, santé globale aussi, dont on parle parfois. Alors vous, comment est-ce que vous l'abordez ? C'est quoi votre job en fait ? Alors moi je suis bio-ingénieur, je travaille plutôt sur l'état des populations de faune sauvage et sur l'état des écosystèmes. Et donc par exemple, pour étudier la faune sauvage, on travaille avec ce type de dispositifs qui sont des caméras trappes ou des pièges photographiques. Ce sont des appareils photo automatiques qui se déclenchent devant le passage d'un animal. C'est le type d'outil qui nous permet de suivre les populations animales, donc ça c'est plutôt ma spécialité. C'est ça, donc vous analysez le terrain et puis d'autres personnes vont trouver des solutions aux manquements, c'est ça ? Tout à fait, donc on monte des projets typiquement avec des vétérinaires, avec des médecins, avec des épidémiologistes qui sont spécialisés aussi de ces zoonoses, les zoonoses qui sont ces maladies qui passent des animaux aux humains et inversement. Oui. Et donc, moi de mon côté, avec mon équipe, je mène des inventaires de la faune sauvage pour comprendre la structure des populations de faune sauvage, leur localisation. Aussi, on travaille en lien avec les activités humaines qu'on tente de cartographier via des méthodes de télédétection, la cartographie participative aussi qui permet de cartographier toutes les activités humaines, liées à la chasse par exemple aussi. Et donc j'ai d'autres collègues qui travaillent plutôt du côté vétérinaire ou médecine humaine, qui vont travailler sur l'occurrence, la présence, la prévalence de potentiels agents pathogènes qui peuvent être source de maladies pour les humains et qui viendraient des animaux. Merci Simon. Avec plaisir. Voilà, donc avec Simon, on a évoqué l'idée que le One Health, c'était aussi une étude pluridisciplinaire. Et vous êtes un bon exemple, Sagesse, puisque donc, vous venez du Congo, mais voilà, votre approche est quelque part aussi liée à vos origines, c'est ça ? Exactement. Donc, je suis en Gembloux, dans le cadre d'un projet appelé BICHAC, qui veut dire biodiversité et santé. Et moi, je travaille donc sur le sujet intitulé les déterminants socio-économiques des pratiques à risque, des transmissions zoonotiques, de la filière faune. Et justement, c'est quoi ces pratiques à risque du coup ? C'est tout ce qu'on fait et qui peut faciliter en fait la transmission des maladies entre l'homme et les animaux, et vice-versa, je voulais dire. Et dans ce contexte, il y a toujours derrière ces pratiques ce qui nous pousse à les faire. Je donne un exemple. Pourquoi je fais la chasse ? Par exemple, dans mon ethnie, je dois faire la chasse. C'est culturel pour moi. Donc, une fois que vous êtes soit chasseur, soit vendeur, soit transporteur, soit consommateur, et là vous êtes déjà devant les pratiques à risque. Il y a par exemple l'éducation, qui est aussi un des déterminants. La chasse, c'est un exemple, il y en a d'autres aussi, j'imagine. Parmi les pratiques à risque, il y en a plusieurs. Donc, vous pouvez manipuler le sang ou bien manipuler les fluides ou être en contact avec les fluides. À part ça aussi, la consommation de la viande des brousses non cuites. Il y a aussi même le fait d'utiliser l'eau qui est contaminée. Et donc, pourquoi les pratiques persistent et qu'est-ce qui pousse à ces gens de continuer à pratiquer en fait. C'est là. Voilà. Merci beaucoup, Sagesse. Je vous en prie.
Alors nous ont rejoint en plateau Nicolas-Antoine Moussiot et François Taureau. Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes incontournable puisque vous enseignez le One Health et plus particulièrement vos recherches portent sur la manière de mettre en œuvre l'approche One Health dans la pratique et les politiques. François, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au sein de l'unité Spirale de l'Université de Liège. Vous travaillez sur la façon dont les sociétés comprennent et gèrent les risques liés aux sciences et aux technologies, et en particulier sur les points de rencontre entre sciences sociales et sciences du vivant. Alors Nicolas, la médecine vétérinaire surveille la santé des animaux depuis longtemps. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps finalement pour faire ce lien qui aujourd'hui paraît évident entre la médecine vétérinaire et la médecine humaine ? Oui, alors c'est vrai que les vétérinaires soutiennent ce message depuis très longtemps, et d'ailleurs c'est ce qu'on appelle la santé publique vétérinaire, c'est l'importance des vétérinaires en matière de santé humaine. Mais l'approche Une seule santé, elle déborde, on va dire, cet enjeu-là. Une certaine manière de le dire, ce serait de dire que l'approche Une seule santé signe en quelque sorte la fragilité du vivant, la fragilité des écosystèmes, et à quel point on dépend de ces écosystèmes. Alors évidemment, on comprend là que ça déborde l'apport des vétérinaires et la compréhension qu'on peut avoir juste, on va dire, de la transmission des maladies des zoonotiques, donc des animaux aux hommes, et les maladies émergentes zoonotiques. En fait, on pourrait se dire que le message principal de l'approche Une seule santé, c'est de dire qu'il faut collaborer. Et donc une profession, certainement, ne suffit pas, et il faut collaborer entre différents secteurs, de la santé, de l'agriculture, de l'éducation, de l'urbanisme, et il faut collaborer entre différents niveaux de société. C'est justement, probablement, ce que reconnaît l'approche Une seule santé, c'est les limites des savoirs pourtant extraordinaires qu'on a pu développer, mais à travers des approches qui sont à chaque fois segmentées en silos, qui sont isolés. Et donc, ce que l'approche Une seule santé nous commande au niveau scientifique de faire, c'est de mettre en relation tous ces savoirs, de les mettre en connexion pour nous aider à aborder des problèmes qui sont effectivement éminemment complexes. Alors, on coupera. François, quand on parle de One Health et plus largement quand on parle de santé, la biologie et la virologie s'imposent. Comment intégrer les sciences sociales ? C'est une excellente question. Cette question, c'est un peu la question de l'utilité des sciences sociales. Alors je vous ferai la réponse que Gilles Deleuze faisait quand on lui demandait tout le temps quel est le rôle de la philosophie, à quoi ça sert. Un jour, il s'est énervé, il a dit vous vous rendez pas compte, je veux dire, la philosophie, c'est ce qui manquerait si c'était pas là. Les sciences sociales, c'est un peu la même chose. En fait, ça fait 50 ans que dans les sciences sociales, on a tout un mouvement qui dit on fait société avec des entités humaines et non humaines. C'est-à-dire on fait société entre personnes, mais aussi aussi bien avec des arbres, avec des animaux, etc. Tout ça compose en fait un collectif. Et donc c'est important. Et je crois qu'on l'a vu avec le Covid, par exemple. Tout à coup, on a un virus qui fait irruption et qui va complètement redéfinir les façons qu'on a d'interagir, de se comporter, des mesures gouvernementales, des plans d'action publique. Et le virus vient tout à fait changer la manière de faire société. On a radicalement besoin des sciences sociales aujourd'hui pour comprendre ces enjeux qui sont complexes et qui sont en fait en écho avec ce que Nicolas vient de dire, c'est-à-dire une science des interactions complexes, elle a besoin d'avoir des personnes qui soient des traducteurs. Parce qu'effectivement, on travaille dans des silos, dans des zones un peu isolées d'expertise, de discipline, où chacun a son vocabulaire, a ses façons de faire. Et je pense que les sciences sociales, elles ont vraiment un rôle de passeuse. Elles peuvent comprendre d'un silo à l'autre comment, en fait, comprendre ce qui ne se comprend pas. Et défaire des malentendus et permettre de remettre de la narrativité, de l'intelligibilité des situations sur ce qui se passe et qui est effectivement très, très complexe. Alors l'usage intensif des antibiotiques, tant chez l'être humain que dans les élevages, a rendu certains microbes résistants au traitement. C'est ce qu'on appelle l'antibiorésistance et on vous explique tout de suite avec Fanny, toujours sur le campus de Jean Blou. Bienvenue au Terra, ici à Jean Blou. C'est en quelque sorte le cœur du réacteur du pôle agronomique de l'Université de Liège. Et dans ce pôle agronomique, on retrouve pas mal de professionnels et parmi eux, Philippe Jacques, qu'on va rencontrer tout de suite.
Bonjour. En tant que biochimiste, vous avez quand même une drôle de conception de l'apéro. Alors là, c'est une culture de micro-organismes dans un bioréacteur. Et donc ici au laboratoire, ce que nous faisons, c'est nous essayons de développer de nouveaux biopesticides pour remplacer les pesticides de synthèse. Et l'idée, c'est on va dans un sol sain, dans lequel il n'y a pas de maladie pour les plantes, récupérer des micro-organismes que l'on isole et que l'on produit dans ce type de bioréacteur, pour ensuite les réintroduire dans le sol et protéger la plante contre des prédateurs, des maladies, comme des maladies dues à des champignons. Et ça permet de diminuer l'utilisation des pesticides de synthèse, dont on sait qu'ils ont des effets néfastes sur l'environnement et sur la santé des agriculteurs notamment. D'accord. Alors, ça se passe combien de temps? Ça doit rester longtemps? Alors ici, c'est une culture qui va durer 2 à 3 jours. On la fait dans un petit bioréacteur, mais on peut le faire dans des réacteurs de beaucoup plus grosse capacité. On va ensuite collecter les cellules qui sont à l'intérieur, les bactéries en fait, par un système de centrifugation. Et on va sécher en fait ces micro-organismes. Ensuite, on peut les conserver et les utiliser à différents moments pour faire des tests en serre ou au champ contre les maladies des plantes. Alors Caroline, moi je pensais vous retrouver en faculté de médecine vétérinaire et je vois que vous êtes ici avant nous. Oui, je suis dans un laboratoire qui utilise différents équipements qui sont assez proches de ceux qu'on utilise en faculté de médecine vétérinaire pour mettre en évidence différentes molécules. Alors votre job quotidien, c'est quoi concrètement? C'est la sécurité sanitaire des aliments, surtout d'un point de vue des contaminants chimiques. Et donc, ça veut dire différentes molécules, principalement des molécules qui ne devraient pas se retrouver là, ou en tout cas pas dans les quantités dans lesquelles on les retrouve. On les analyse, on les met en évidence, jusqu'à pouvoir dire vraiment une quantité précise de présence de cette molécule dans l'aliment en question. Et alors, à quoi ça sert sur le long terme? Ça sert parfois à changer les pratiques, quand par exemple, dans différents élevages, on va utiliser des antibiotiques ou d'autres molécules qui ne devraient pas se retrouver là, ou en tout cas pas dans des quantités trop importantes. Ça va permettre de changer ces pratiques pour que l'alimentation humaine et l'alimentation animale, puisqu'évidemment tout est assez bien lié, soient adéquates et ne soient sans danger. Des travaux qui ont aussi une portée à l'étranger. Oui, bien sûr. On a beaucoup de projets de coopération dans lesquels ce genre de pratiques sont parfois inadaptées. Donc les pratiques d'élevage qui utilisent des mauvaises molécules, on va dire, ou des molécules en quantité inadaptée, et pour lesquelles nos travaux permettent donc de mettre ces choses en évidence et de pousser finalement une prise de conscience et à peut-être changer des pratiques d'élevage. Merci beaucoup, Caroline. Et justement, la coopération, un exemple de coopération, vous allez voir tout de suite grâce au travail de Philippe qu'on vient de voir et de Caroline. Salut Philippe. Ça va bien? Ça va. Dis que je te vois et que je vois les poules, ça me fait penser qu'on a un nouveau projet qui travaille sur la présence de résidus d'antibiotiques dans les viandes de volaille, mais aussi dans les fientes, au Bénin et au Congo. Je pense que je ne t'en avais pas encore parlé. Oui, non. C'est amusant parce que nous, on travaille dans le cadre d'un projet européen aussi au Bénin, et j'y étais l'autre jour, et figure-toi qu'un des trucs qui nous inquiète beaucoup, c'est que dans les fientes de poules, on pourrait retrouver les antibiotiques que tu essayes de détecter. Et nous, si jamais ces fientes sont utilisées comme biofertilisants, en compagnie de nos biopesticides, eh bien peut-être que ces antibiotiques, ils vont inhiber nos biopesticides. Ah oui, évidemment. Et donc comme quoi finalement, santé des plantes, santé de l'animal, tout est lié. Oui, ça on voit bien le lien ici. Michel Mouchen nous a rejoint sur le plateau. Michel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur d'immunologie et médecin au CHU de Liège et vous êtes vice-recteur à la recherche de l'Université de Liège. Vos recherches portent sur les mécanismes de l'immunité humaine face aux infections, sur le VIH et plus largement sur la façon dont le système immunitaire réagit ou ne réagit plus face à des pathogènes émergents ou résistants. Alors Michel, la médecine humaine a longtemps regardé le corps humain comme une entité un peu isolée. Est-ce qu'avec l'approche du One Health ici, ça vous oblige à repenser fondamentalement la manière dont on forme les médecins? Oui, c'est une bonne question. Je crois qu'on a vu une évolution. Pendant tout un temps, on considérait que la santé, c'était juste la superposition d'organes qui avaient leur vie pratiquement individuelle. Et puis, on a compris que malgré tout, tous ces organes étaient étroitement connectés. Et puis le microbiome est arrivé, on a vu qu'en fait ce que nous pensons être nous, c'est en fait un nombre énorme de cellules d'origine non humaine, mais qui malgré tout contribuent à notre santé.
Et maintenant, on va encore plus loin dans ces limites. Le mot limite a été évoqué tout à l'heure, où on voit qu'en fait, la limite de notre santé dépasse notre enveloppe corporelle. Et je pense qu'il est urgent, évidemment le cursus des études médicales n'est pas extensible à l'infini, mais il est urgent de sensibiliser pour le moins les futurs médecins ou les futures personnes s'occupant de la santé humaine à la relativité de ces limites et au fait qu'il est impossible de comprendre la santé sans voir au-delà de notre enveloppe corporelle individuelle. C'est déjà le cas dans l'enseignement actuellement ? Ça commence, donc on a sur le plateau un professeur qui participe à ces enseignements et je pense qu'évidemment, quelle que soit la discipline considérée, la plupart des enseignants est sensibilisé à cette nouvelle dimension et adapte le cursus. Mais évidemment, je crois qu'il y a encore du chemin à faire et surtout des découvertes à faire puisque c'est un champ qu'on découvre seulement, donc c'est à la fois une réflexion sur la santé mais un sujet de recherche également où tout est à découvrir. Alors François, même quand un risque, voire un danger sanitaire est clairement identifié par la science, il est difficile de changer les comportements humains. Pourquoi ? Si vous me permettez, moi j'ai pris l'habitude de détester ce mot de comportement parce qu'il a tendance à individualiser la réponse à des problèmes qui sont, comme on vient de le dire, systémiques. Comment est-ce que par exemple on peut instruire d'un point de vue de santé publique, par exemple, une réponse à des maladies chroniques ? C'est très compliqué. Alors, on va vous parler de compliance et que les gens doivent ceci, les gens doivent cela. Mais la plupart des problèmes liés au One Health sont des problèmes éminemment plus complexes. Si je prends l'exemple de l'antibiorésistance, par exemple, vous savez, la résistance aux antibiotiques qui fait qu'on a de plus en plus de problèmes médicaux liés au fait que les antibiotiques ne répondent plus bien. C'est un problème qu'on ne peut pas seulement imputer à des comportements individuels de j'ai une angine, je demande à mon généraliste de me prescrire des antibiotiques, etc., quoi qu'il en soit. C'est aussi un problème lié à l'infrastructure, par exemple, de l'élevage animal, qui dépend étroitement de la prise d'antibiotiques, mais pas pour soigner des maladies, en prophylaxie, c'est-à-dire pour des mesures d'hygiène un peu routinières. Mais c'est aussi vrai pour les environnements. On trouve en fait de plus en plus de gènes, d'émanations de résistance aux antibiotiques un peu partout qui se disséminent par des voies qui ne sont pas toujours très très claires. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je trouve que le terme de comportement n'est pas forcément le bon cadre pour appréhender ce dont il s'agit. Comme l'a dit Michel, les porosités sont croissantes entre les corps et les environnements, et ce qui fabrique les environnements, y compris après 2 siècles d'histoire minière, extractive, etc., intensive, ça conduit à une condition que certains sociologues appellent l'aftermath. On est dans une période d'étendue des conséquences en fait de développement industriel intensif. Et donc ça, il faut quelque part se ressaisir de processus d'histoire très longues si on veut comprendre les problèmes et les façons d'y répondre, pas juste en termes de comportement ici et maintenant. Alors, des chercheurs de l'Université de Liège étudient également la circulation des virus dans les populations. Fanny Dehaye s'est rendue sur le campus du Sartillement, dans la faculté de médecine vétérinaire, où on va vous expliquer tout ça. Justine, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin généraliste Oui. et pourtant, on est ici en faculté de médecine vétérinaire. Comment ça se fait ? Parce que c'est ici qu'on manipule en fait. Donc c'est ici que se trouve le laboratoire dans lequel on travaille pour l'instant, parce que c'est ici qu'est implanté un laboratoire de haute sécurité dans lequel on doit travailler, donc le laboratoire de sécurité 3 qui est un petit peu plus bas ici. Et donc c'est ici que se trouve un peu le cœur de la recherche sur les orthoflavivirus sur lesquels je travaille. D'accord. Du coup, pourquoi est-ce qu'on étudie ces orthoflavivirus ? Ça sert à quoi ? Mais parce que donc il y a des pathogènes humains qu'on connaît bien comme la fièvre jaune et puis il y a des virus qui sont des pathogènes humains qu'on connaît moins bien, en tout cas dans nos régions à nous, mais dont on pense qu'avec le temps ces virus-là vont coloniser de plus en plus l'Europe du Nord, donc où on se trouve pour l'instant avec le réchauffement climatique notamment. C'est des virus en fait qui ont un cycle complexe, donc c'est pas des virus comme la grippe ou le Covid qui vont se donner directement de l'humain à l'humain, c'est des virus qui ont besoin d'un vecteur, donc ici c'est des moustiques qui ont besoin d'un vecteur pour être transmis. Donc c'est des virus qui
ont un réservoir animal, donc le virus passe du moustique à l'animal et de l'animal au moustique régulièrement, et puis occasionnellement il peut se transmettre à l'humain et donc donner des maladies humaines. C'est pour ça qu'on doit être équipé comme ça? C'est pour ça qu'on doit être équipé comme ça, surtout qu'on les manipule vivants, parce que c'est des virus qui sont difficiles à diagnostiquer, et donc on doit les utiliser vivants pour vérifier que les échantillons qu'on analyse sont bien réactifs contre ces virus-là. Alors ici on peut rentrer, c'est pas le cas de tous les laboratoires, c'est ça que vous disiez? Non, c'est ça. Donc ici on est au BSL 2, donc c'est le niveau de sécurité 2. Ici on peut rentrer moyennant quelques protections individuelles. Par contre le BSL 3, il est soumis à une formation, une accréditation, et donc là il faut rentrer en costume complet, donc avec la combinaison, avec un appareil de respiration autonome, 2 paires de gants, enfin voilà. Le Covid, il se manipule en BSL 3, donc dans ce laboratoire de très haute sécurité. Et donc au moment du Covid, d'une part, il y a eu la collaboration entre les médecins vétérinaires et les médecins humains, si je peux dire, qui s'est resserrée. Et puis il y a toute l'expertise sur les séroneutralisations qui s'est développée à ce moment-là et qui continue à se développer depuis. Merci Justine. De rien. Laura, avec vous, on est dans le département de faune sauvage, où vous aussi, vous étudiez ces flavivirus, 2 d'entre eux, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour le moment, on cherche surtout les virus de West Nile et le virus du Souto. Et pour trouver ces virus, ce qu'on fait, c'est d'un côté, on fait des autopsies d'oiseaux, pour lesquels on prélève des organes et on fait des analyses moléculaires, pour essayer de trouver la présence directe du virus dans les tissus. Et d'un autre côté, on fait aussi des sérologies chez des mammifères sauvages, surtout tout ce qui est sanglier, chevreuil et cerf. Ça veut dire que les analyses que vous faites là vont permettre justement de voir plus loin, à plus long terme? Ça nous permet surtout de nous rendre compte de où est-ce que ces virus circulent et en quelle quantité. C'est ça qui est important pour essayer de prédire un peu les mouvements du virus et éventuellement les cas humains. D'accord, donc ça veut dire que si on attrape ce virus, qu'est-ce qui peut se passer sur nous? Alors, en tout cas, pour les virus du West Nile, soit rien ne s'est passé du tout, soit on développe une infection asymptomatique, soit on peut avoir des petites complications ou des syndromes un peu fébriles, ou dans les pires des cas, on peut développer des tableaux neurologiques. Là, on fait des observations sur quelque chose qui n'a pas encore lieu, en gros, c'est ça? Oui, en effet. Pour le moment, on n'a pas encore découvert des cas humains ou des cas chez des chevaux en Belgique. Mais par contre, entre août et octobre de cette année-ci, on a trouvé les 7 premiers cas de West Nile chez les oiseaux. C'est pour ça que c'est intéressant de monitoriser et de continuer à surveiller la circulation du virus. Nicolas, le One Health existe maintenant depuis une bonne vingtaine d'années. Et alors, question un peu provocante, des épidémies continuent à apparaître et à nous surprendre. Les antibiotiques, comme l'expliquait François Taureau, perdent de leur efficacité, des virus apparaissent. Qu'est-ce qui a vraiment changé en 20 ans ? Beaucoup de choses ont changé en 20 ans en réalité. Il y a énormément de politiques qui se mettent en place, énormément de mécanismes de collaboration entre les disciplines scientifiques, entre les secteurs de la société, entre les niveaux de gouvernance aussi, du niveau local jusqu'à l'échelle internationale. Énormément de mécanismes de collaboration qui sont ceux que l'approche Une seule santé appelle de ses voeux. Énormément de ces mécanismes sont en train de se mettre en place. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les problèmes en jeu sont des problèmes dits complexes. On a déjà utilisé ce terme, il est apparu plusieurs fois, mais il signifie quelque chose de très précis en réalité. Il veut dire que ces systèmes complexes, ces problèmes complexes, on ne peut pas espérer les régler une bonne fois pour toutes. On ne peut pas dessiner comme la bonne manière de faire et puis s'y tenir. On ne peut qu'essayer d'infléchir le problème, de faire évoluer les systèmes et de se préparer au mieux à l'arrivée, effectivement, de questions de santé, de problèmes de santé qui ne cesseront d'émerger et de se renouveler. Donc tout ça est effectivement en place. Après 20 ans, ça fait 20 ans effectivement que le concept One Health a été édicté, a été promu, mais à vrai dire, ça ne fait que depuis la pandémie de Covid-19 qu'il y a eu réellement un momentum politique et que les choses se mettent en place de manière plus nette, plus franche. Autrement dit, on est en chemin, énormément de choses sont en train de changer,
Et quelque part, l'espoir est permis. Alors Michel, Nicolas en a parlé d'anticiper et de préparer. L'Université de Liège veut se doter d'un institut des épidémies, qui serait un nouveau centre technologique assez poussé. En fait, concrètement, qu'est-ce qu'un tel outil peut changer dans notre capacité justement à anticiper ces crises ? Donc, première chose, dans la genèse de cet institut, il faut rappeler le rôle majeur qu'ont joué les vétérinaires de notre université, qui en étroite collaboration avec les médecins et les cliniciens, j'en faisais partie, ont affronté cet énorme problème que fut la pandémie. Et on a réellement vu, moi j'ai vu sur le terrain, cette interaction étroite entre des métiers différents, et je crois que ça m'a marqué pour toujours. Donc je crois que c'est assez légitime, me semble-t-il, que cet institut voit le jour. Dans le One Health, il y a aussi une notion d'équilibre. C'est-à-dire que les virus, on ne les supprimera jamais, comme Nicolas vient de le dire. Ils circuleront toujours. Ce qui change, ce sont des inflexions, aussi comme Nicolas l'a suggéré, où une mutation apparaît, une densité d'agents infectieux augmente. Et donc, en étant très en amont et en surveillant réellement ce qui se passe à la fois dans les populations humaines, mais dans les populations animales, que ce soit les animaux sauvages ou les animaux d'élevage, je pense que d'une part, on va comprendre de façon prospective la meilleure façon d'agir pour éviter qu'une catastrophe ne se produise, mais aussi déceler, si une catastrophe est en train d'arriver, la déceler très tôt pour qu'on puisse s'organiser. Donc réellement, les infections virales, que ce soit au niveau d'un individu ou au niveau d'une population, c'est un cheval au galop, hein, c'est ce que je dis parfois aux patients, c'est une rapidité foudroyante. Et c'est en prenant les choses très très en amont qu'on peut arriver à éviter les catastrophes comme celles qu'on a connues il y a quelques années d'ici. Voilà, et donc c'est l'objet de cet institut. Et donc c'est l'objet, donc ce laboratoire aura les infrastructures et les expertises indispensables pour faire ce monitoring, aller déceler des agents infectieux, y compris des agents infectieux inconnus, dans les populations humaines et animales. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Il nous reste à remercier les intervenants sur le plateau, mais également dans les reportages. Et quant à nous, nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouveau sujet, toujours entouré de chercheurs de l'Université de Liège. À bientôt sur 4.